Et donc l'année 68 est devenue un point de repère dans les discussions, les recherches et revendications de mouvements de protestation actuels. Dans le cadre des changements politiques en Russie, après la perestroïka, l'intérêt accordé par certains artistes russes au mouvement de mai 68 dans les années 90, par exemple l'action barricade, quand les artistes ont construit une barricade dans une des rues centrales de Moscou, et surtout autour des contestations du pouvoir public actuel de 2012, manifeste une recherche d'identification militante et contemporaine à travers son cadre national et culturel. Et donc il s'agit aussi de créer un espace de dialogue entre les jeunes Russes en quête de repères contemporains, d'auto-identification, et peut-être les 68 français. Donc, en automne de 2011, l'hiver 2012, les contestations massives du pouvoir se passent à Moscou. Celles-ci sont bloquées de fait lors de la manifestation du 6 mai 2012, quand une partie des manifestants a été violemment arrêtée, et depuis ce jour, les forces du pouvoir exécutif prêtent une attention particulière aux opposants du 6 mai. Certains d'entre eux étaient arrêtés beaucoup après ces événements, certains ont dû passer 1 an ou 2 dans des lieux de détention, mais ce qui m'a paru important, le mouvement de solidarité avec les détenus a fait naître ou faisait naître une société civile. Alors, la différence du mouvement de Occupy déjà existant dans une forme ou une autre est devenue vraiment populaire, avec des différents camps de jour et de nuit, tout au centre de Moscou. Et premièrement, à ce moment, malgré toutes les critiques du mouvement de gauche ou de gauche radicale, la participation devient vraiment massive. Les gens sortent dans les rues, ce qui n'est pas si habituel à Moscou, commencent à parler et à se solidariser entre eux. Et c'est là le premier point qui me paraît très très important par rapport aux événements de 68. Donc ce qui m'intéresse dans les événements 68, ce n'est pas l'histoire, la reconstitution des faits à proprement parler, mais certains moments qui sont en fait très importants pour le moment d'aujourd'hui. Et donc aussi, si je reviens au moment de 2012, c'était le moment de la créativité dans les rues et dans les réseaux sociaux. C'est une expérience aussi de la communication sans leader. Lors des assemblées d'Occupy Abay, c'est le mouvement d'Occupy propre à Moscou, et c'est une expérience de créativité collective au cours des grandes manifestations de la fin de 2011, début de 2012. Et les artistes russes, on prépare à ces mouvements, et on connaît bien l'exemple des médias extrémistes, des groupes de tous ces radios. Et après, c'est au printemps de 2012 que j'ai donné les cours au Centre d'art contemporain de Moscou sur les avant-gardes. Et une fois que j'ai mentionné Guy Debord et les situationnistes, j'ai vu un grand intérêt parmi les jeunes pour les situationnistes. Et donc, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. J'ai commencé à m'interroger pourquoi ces événements français, la figure de Guy Debord en particulier, intéressent les jeunes russes dans les cercles artistiques. Et je pense que, premièrement, la traduction culturelle entre la Russie et la France a fonctionné plusieurs fois dans les différents mondes de va-et-vient, ce qui n'est pas seulement le cas des événements déjà passés, mais aussi ce qui se passe au présent. Et donc, le projet Dialogue 68 et 2015, face à face de génération, Art-Vie et Révolution, se constitue progressivement sur la base des dialogues filmés avec d'une part des acteurs de 68 en France, et pas seulement, mais aussi des acteurs de 68 à Londres ou à Hambourg, et d'autre part sur la base de dialogues avec les jeunes Russes d'aujourd'hui. Grosso modo, il existe aujourd'hui 2 blocs de dialogue filmés, le corpus français et le corpus russe, mais on ne peut pas les séparer d'une manière nette parce que parmi ces enregistrements, il y a un des philosophes russes très connu, Valéry Padoroga, qui parle des événements du mai 68 parce qu'il a été par hasard à ce moment-là à Paris.
ou un jeune artiste urbain français qui est filmé aussi à Moscou en 2012. Et le corpus français est formé en partie de mes amis personnels dont je me suis aperçue qu'ils avaient tous traversé mai 68. Et parmi ces interlocuteurs, l'artiste Gérard Fromanger, le philosophe Stéphane Doillet, Patrice Vermeren, Antonio Solez, Alain Montes, l'écrivaine et journaliste Anne Brunswick, critique d'art Jean-Marc Poinceau, traductrice Odile Belkédar et d'autres. Et parmi les Russes, une ardente activiste juste âgée de 22 ans, Isabelle Mangoeva, l'artiste et activiste Pavel Mityenko, l'activiste de Kupaya Pavel Archinikov et autres. Ils sont filmés dans des situations différentes, parfois dans les rues, sur la place de la Sorbonne ou lors de la manifestation des antifascistes à Moscou. Et donc, ils sont différemment impliqués dans des événements politiques, mais tous sont intéressants. Après des générations perdues, décrites dans la littérature mondiale, comme par exemple celle où le héros d'Éric Marie Remarque, à l'ouest, rien de nouveau, se réfugie en se mettant à distance de la société, vient une nouvelle génération qui résiste à ce que l'histoire veut créer par eux et qui crée elle-même l'histoire. Donc la génération de 68 est considérée ici en tant que Unlost Generation, la génération révoltée et enragée contre le destin d'une génération qui refuse d'être perdue. Voilà, donc premièrement, je voudrais qu'on regarde un petit film de 4 minutes des événements en Russie et je vais essayer de traduire. Oui, si on peut lancer le premier film, Liberté. Здесь, потому что я поддерживаю антифашистскую группу, потому что сегодня в часу Маме начался русский марш. Мне хотелось, чтобы здесь было больше людей, чем там. В Москве, в Берлине какие-то появляются новые течения, новые художники, новая там, музыка, творчество, новые идеи, все это захлестывает. И такие вещи происходят в разных городах с периодичностью, не знаю, там несколько лет. Ассоциируется очень большие традиции политические, традиции мысли, духовные традиции, которые во многом определила мировоззрение, она очень сильно повлияла, и я думаю, что которая в принципе сформировала ту как бы левую критическую традицию, в которой сегодня так или иначе существует нынешнее поколение активистов. Ну, в общем, началась тусовка. И сейчас, конечно, ты смотришь на это со стороны и понимаешь, думаешь, да, насилие, это ужасно, ну я вообще против насилия, но в той ситуации, конечно, все это было совсем по-другому. Слишком мало любви в России. Революция должна быть революцией в том числе и внутри. О том, как начиналось протестное движение, которое было такое соревнование по креативности.
то же время наиболее резонансными событиями не будем говорить о том, удачно или неудачно, но действительно общественный резонанс давали такие вещи, как, например, акция «Бусирает». И уже на второй день, 10 числа, я попросила собственно товарищей, которые знают, что такое, помочь. И мы уже провели полноценную масштабную ассамблею. Тогда мы придумали разные группы. Donc là, c'était le film fait à partir des événements russes. Et maintenant, je vais montrer un petit collage avec des interviews avec des amis français. Et donc, ce qui me semble intéressant de ce que disent les Français dans les films suivants, ce n'est pas le récit des événements plus ou moins bien connus, c'est l'aspect subjectif des uns et des autres. Ce sont des expressions personnelles et réfléchies qui m'intéressent. Plus généralement, ce qui est le plus important, c'est que les gens se parlent indépendamment d'une autorité hiérarchique qui est légitime, mais aussi contrôle leur discours. Et donc, je veux dire que j'ai choisi 9 interviewés parmi beaucoup d'autres, et donc mon choix était en lien avec cette présentation. Donc il y a ceux qui ont fait leurs études, sont liés avec Paris 8, ceux qui enseignent à Paris 8, les philosophes Stéphane Troyer, Antonia Solez, ou la traductrice Odile Belkédar qui a fait ses études à Paris 8 Vincennes, et aussi ceux qui représente donc plutôt le monde de l'art, donc les artistes comme Gérard Fromager, Bernard Monienon. Voilà, donc je pense maintenant on passe au film Philosophie dans les rues. Sorbonne était occupée par les étudiants, peut-être bien venus de Nanterre, je ne sais plus. Et la police a dégagé, a évacué la Sorbonne. Du coup, les étudiants se sont retrouvés dans la rue. Et ça a été les premières nuits d'émeute. Il me vient les poubelles. C'est-à-dire que durant mai 68, même avant, rien ne fonctionnait plus. Son ordre, sa routine, tout ça n'existait plus du jour. Enfin, tout ça était complètement chamboulé. Et ça nous amusait beaucoup, en réalité. J'étais bouleversé, mais bouleversé. C'est-à-dire le plancher, les portes, les fenêtres, les plafonds, les tables, tout était graffé. Il y avait des graffitis partout. Et puis il y avait des épaisseurs de graffitis, d'affiches, partout. J'avais jamais vu ça. Jamais vu. Enfin, les rues étaient pleines de jeunes, tout le temps, partout, dans les cafés, on écoutait la radio à longueur de temps, enfin, même la façon d'être intéressé aux nouvelles politiques était pour moi une chose étonnante. Chez moi, on n'écoutait pas sans arrêt la radio. Tandis que là, tout d'un coup, j'ai découvert ce que c'était que d'être informé. C'est que les radios étaient absolument au cœur des manifestations. Ça a vécu en direct des manifestations étudiantes à travers les radios qui nous enregistraient.
enregistrait, je dirais, et faisait résonner les bruits de la manifestation dans la France entière. Et nous-mêmes, on se promenait dans les manifestations avec des transistors. C'est-à-dire que parfois, on arrivait en retard, on n'avait pas repéré. Les manifestations n'étaient pas si organisées que ça. Donc, certains partaient dans une rue, d'autres partaient dans une autre. Ce sont des choses tout à fait fréquentes. Et puis, il y a eu des courses-poursuites avec les CRS ou les gardes mobiles. J'étais très curieux. Je me foutais toujours aux endroits. Je disais, je vais pouvoir me mettre à un endroit et je vais assister aux scènes de rue, de bataille. Alors, je me mettais entre le début de la manif et puis le barrage du CRS, pensant que j'allais pouvoir m'en tirer comme ça, en restant spectateur, mais pas du tout. Alors, je me souviens que plusieurs fois, je suis parti au moment où vraiment l'affrontement avait lieu. Et puis un jour, j'étais devant la Sorbonne, et puis on attendait que ça s'ouvre, il y avait quoi, 5-6 personnes qui étaient là. Et puis d'un seul coup, on voit arriver un mur de CRS qui marchait. Les mecs, les CRS sont arrivés sur nous en courant. Et moi, je me suis dit, de toutes les façons, c'est pas la peine de courir. Je n'ai rien fait de mal. Et je suis resté, alors que tous les autres se sont barrés. Et je me souviens, il y a un mec à CRS qui est arrivé sur moi avec la matraque comme ça, mais puis là, me foutre un coup comme ça. Et moi, j'ai resté parfaitement calme, j'ai levé le bras, puis j'ai fait halte. Le mec, il a stoppé. Et on peut dire que c'était une drôle d'idée de vouloir se barricader à l'intérieur du quartier latin. Au point de vue militaire, combat de rue, il est évident que ça ne pouvait pas tenir très longtemps, mais par contre l'effet symbolique a été énorme. Je ne sais pas qui a eu l'idée, les premiers. Je ne pense pas que ça ait résulté d'un mot d'ordre de telle ou telle organisation. Je pense que ça s'est fait petit à petit, très vite, spontanément. Dans la rue des Écoles, donc là-bas il y a la rue Saint-Jacques, et de fait c'est un endroit où les soirs, quand la nuit tombait comme exactement maintenant, c'était le moment incertain où il y avait eu les grandes manifestations qui étaient parties d'Enfer Rochereau, je veux dire, elles avaient eu diverses orientations, et puis à un moment on savait qu'allaient se dresser des barricades. Arrivait de banlieue un certain nombre, une espèce de jeunesse un peu ouvrière, ou en tout cas une jeunesse en rupture avec le monde qui était en train de se faire, qui venait dans le quartier latin pour affronter la police. Donc c'était les heures où ces gens arrivaient, où les étudiants sages qui avaient manifesté pour libérer leurs camarades qui étaient en prison, etc. Enfin bon, il y avait des raisons aussi simplement de solidarité étudiante, je veux dire, parce que le pouvoir il fait l'erreur d'arrêter quelques étudiants, de le mettre en prison. Donc c'était des raisons tout simples qu'on y avait. Donc les gens plus sages, et qui avaient des familles qui faisaient pression pour qu'ils rentrent à la maison, rentraient chez eux, arrivaient ce monde des banlieues, et moi en tant que lycéen interne, donc il pouvait rejoindre quand il voulait sa chambre pour aller travailler d'une certaine manière et faire ses études, j'étais dans cet intertemps, parce qu'on savait qu'allaient commencer les affrontements avec la police. On ne savait pas où ils auraient lieu, mais il y a un moment ils auraient lieu. Et donc on cherchait, former des attroupements nouveaux. Donc il fallait créer ces attroupements nouveaux qui ensuite dureraient quand même jusqu'au petit matin. C'était quand même ça. Et je faisais partie de ceux qui avaient le surmoi de dire je resterai jusqu'au bout. J'irai dormir quand vraiment c'est fini. Ensuite, quand ça s'est passé, je me suis trouvé coincé dans un endroit où il y avait des flics des deux côtés. Disons que assez vite, il n'était pas possible d'être à Nanterre sans suivre ce qui se passait, quoi. Il y avait des âgés dans les amphis, les cours étaient bloqués, il y avait les appariteurs, puis alors là c'était la chasse aux étudiants qui traînaient dans des endroits où on n'avait pas le droit de traîner à l'université, c'était la parano la plus totale. 68, c'est une part importante, c'est l'expérience de l'AG, l'Assemblée Générale, c'est-à-dire une certaine expérience de la démocratie et qui est en même temps une certaine expérience de la non-démocratie.
être un individu comme ça au milieu d'une AG, donc l'expérience d'une foule, c'est-à-dire qu'une masse. Presque, on ne peut pas se souvenir d'avoir pu suivre un cours en entier. Il y avait toujours un groupe qui ouvrait la porte de la salle de classe, qui interrompait le professeur et qui annonçait qu'il y avait une AG, bâtiment A, salle 2, escalier 3, etc. Et que le groupe ou le comité, je ne sais pas trop quoi, faisait sa réunion et que c'était bien plus important d'aller là que de suivre son cours, etc. C'était une espèce de groupe compact d'une jeunesse qui même m'a fait peur. Qui même m'a fait peur. Je n'étais pas capable de penser s'ils étaient de gauche, de droite, s'ils avaient des mots d'ordre, lesquels, non. C'était une espèce de force qui allait comme ça, très jeune, avec une volonté, un devenir à la fois fascinant et incompréhensible. Une force, comme disait Victor Hugo, une force qui va. Le paradis. Mais nous, on le vivait comme une espèce de moment d'exception. Moment d'exception où on pouvait enfin parler. Les amphithéâtres, c'était plein. C'était quand même tout à fait impressionnant. Quoi. Ces grands amphithéâtres de la Sorbonne étaient également et les gens parlaient nuit et jour. Je rappelle aussi, c'est la descente et la remontée du boulevard Saint-Michel, où les groupes de gens de toutes sortes discutaient de façon assez virulente, véhémente et passionnée. Et on passait son temps à écouter, à parler, à lancer une pensée profonde. Mais ce moment de parole a été assez important. Comment les gens se sont mis à se dire, mais moi aussi je peux parler, je peux dire des choses. Il a été décidé qu'une nouvelle université allait être créée, donc la future Vincennes, et dans laquelle moi j'ai continué mes études. Et là où se sont retrouvés tous les professeurs et tous les étudiants qui avaient envie d'autre chose finalement dans cette nouvelle université, donc Paris 8, Vincennes, dans les bois de Vincennes. Maintenant, quand on voit ça rétrospectivement, on s'est dit que c'était plutôt malin d'ailleurs de regrouper tous les gens qui avaient envie de gesticuler dans un endroit vraiment à part de la ville, dans les bois, et que finalement ça gênait pas grand monde. Ce qui fait la singularité de ce département de philosophie, qui effectivement naît de l'après 68, et qui se veut fondé sur un désir de philosopher, sur une disponibilité, une ouverture à la pensée, qui implique aussi une forme de communauté et de partage des savoirs, donc qui est quelque chose d'assez spécifique. Donc c'est aussi, si vous voulez, une forme de continuité de 68, même si bien entendu les choses ont beaucoup évolué depuis et qu'elles ne se présentent pas exactement de la même manière. Et le moment de l'émergence d'une quantité de formes d'écriture, de formes de création, de façon, de manière de filmer, d'établir des relations nouvelles avec les gens, ça c'est unique, mais c'était aussi la révolution de la sensibilité musicale, qui n'était pas du tout le fait de mai 68, mais de la pop musique. Bon, là c'est un festival de musique contemporaine où il y a tout, ça va de Xenakis à Ligeti, en passant par une revisite des avant-gardes musicales du début du XXe siècle. Et c'est le moment aussi où il se passe quand même des choses autour de la cinémathèque. Et puis aussi, c'est le moment fort de la French Theory. Et moi, c'était la période où, au fond, il y avait une invention de proposition, de réflexion. C'était presque une sorte d'agora permanente. Et c'était international, et chaque pays, en fait, avait une particularité. Et alors, la particularité de Paris, ça a été effectivement pendant un moment d'être quelque chose qui tenait plus de la philosophie qui s'exerçait comme un art de la rue. Parce que je me souviens, j'en ai vu certains des slogans des situationnistes sous les pavés, la plage. Je me souviens de deux choses l'une, l'autre étant le soleil. L'obligation de vivre sans temps mort et de vivre sans entrave. Le moment le plus formidable, c'était cette période où, au fond,
les murs avaient la On parole. peut dire que nous partagions un peu la même sensibilité sur l'époque, les événements, qu'est-ce qu'il fallait essayer de faire, etc. Donc, si tu veux, je n'ai pas choisi de rejoindre les sécessionnistes. J'ai été poussé par les événements et l'environnement. On peut dire que c'est du déterminisme historique. Très bien, je pense, autour de la révolution soviétique, qui est extrêmement bénéfique pour le bouleversement aussi des idées. Et donc, il y a eu des gens qui étaient prêts à ce renouvellement des idées, parce que avant la révolution, ils étaient déjà dans un processus de remise en question créative. Et que donc, pour eux, ça fait peut-être comme un cadeau que ce processus de bouleversement de la pensée puisse devenir une réalité et qu'ils puissent expérimenter et proposer donc de regarder le monde autrement. 68, c'est pas seulement les événements, c'est tout la révolution artistique et culturelle que ça implique. C'est absolument énorme. Alors c'est vrai qu'il y a Michel Deutsch avait fait un spectacle sur, qui a été donné à l'Odéon sur mai 68. Il disait, oui, mais vous êtes la génération où sont vos monuments, il disait. Et c'est ça qui est formidable. C'est que ce mouvement, il n'a pas pris le pouvoir. Le doxa situationniste de base, c'est que l'art était mort ou en décomposition. Or, avec ces films-là, on avait affaire à quelque chose qui n'était pas de l'art au sens habituel du terme, mais dans le moins qu'on puisse en dire, que c'était pas de l'art en décomposition, c'était même bien vivant. La philosophie et la subversion se sont trouvés momentanément reliés, ajointés dans ces années-là. C'est pas pour dire que la philosophie est forcément subversive, mais c'est qu'à ce moment-là, on avait envie d'autre chose que de la philosophie institutionnelle. Oui, c'est dans l'année 68 que j'ai commencé à lire un peu pour Marx, d'Althusser. Le marxisme était à la limite même un prisme à travers lequel lire la culture. Donc pas seulement en philosophie, mais dans aussi d'autres domaines. Moi, je pense en France une sorte d'écroulement où le pouvoir politique ne savait pas quoi faire, quoi. Et en plus, c'était la jeunesse qui était dans la rue, et la jeunesse, elle était mélangée, quoi. Elle était... Bon, alors, certains aussi ont essayé de faire des jonctions avec les usines. On se réunissait aussi à la Bourse du Travail, qui était déjà le lieu où on se réunissait sur le Vietnam auparavant, quoi. Et en même temps, il y avait quand même communistes de la CGT qui n'avaient pas très envie qu'on fasse des jonctions avec les ouvriers, quoi. Les communistes et la CGT se méfiaient beaucoup du mouvement étudiant. Les étudiants étant à leurs yeux, pour l'essentiel, des petits bourgeois, et ont tout fait pour que la liaison entre les étudiants peu organisés, mal organisés, représentés par l'extrême gauche et le mouvement ouvrier se passe. Donc, effectivement, venant plutôt du côté de la CFDT contre la CGT, et venant pour une part d'étudiants d'extrême gauche eux-mêmes divisés entre trotskistes, maoïstes et anarchistes. Et donc, du coup, rien d'important, rien de fort n'a pu se faire. Je me rappelle très bien. À un moment donné, on avait fait une manifestation qui s'est arrêtée sur l'esplanade, sur le champ de Mars, pas loin de la Tour Eiffel. Là. Et il suffisait de continuer vers l'Assemblée nationale, ou vers l'Élysée, ou vers le Premier ministre, pour prendre le pouvoir. Tout était vide, tout était ouvert. Mais ça ne nous est même pas venu à l'idée. Ce qui caractérise 68, c'est quand même la mise en cause des institutions, de la légitimité des institutions, et ce qui reste certainement aujourd'hui chez moi, c'est ce fait de penser que il faut toujours être en décalage.
que les institutions ne servent qu'à reproduire l'existant. Moi, c'est là où j'ai pris conscience qu'il était possible de remettre en cause les choses. Et d'ailleurs, c'est pas qu'il était possible, c'est que ça a été ce qui s'est passé. C'est que 68, c'est une révolution culturelle, au bon sens du terme. Pendant la période 65-70, il y a plein de choses qui se passent. Enfin, c'est sur le plan musical, sur le plan des arts plastiques, sur le plan des sciences humaines. Le mouvement de mai 68 est un déclic mental de débranchement du pouvoir central, pour moi plutôt de la culture. C'est un événement culturel devenu un événement politique, bien sûr, mais au départ, sans Internet, sans les réseaux sociaux d'aujourd'hui, puisque ça n'existait pas, un petit peu le même phénomène qu'on voit dans les pays arabes, des révolutions arabes au début, comment les gens se sont réunis en dehors des partis politiques, en dehors des syndicats, place Tahrir, ou ici ou là. Mai 68, ça, pour moi, c'est un peu, rétrospectivement, un peu le même phénomène. Pour moi, ce qui s'est passé en 68, c'est une étape ou une résurgence de quelque chose qui cherche à émerger dans les sociétés contemporaines, développées et laïques. Il y a quelque chose qui cherche à émerger, au moins depuis la Commune de Paris, ou les premiers soviets de 1905. Et qu'on a la dernière résurgence notable qu'on a vue, à mon avis, c'était en Tunisie, en Guyane. Un changement énorme d'état d'esprit de la société. Pour tous les aspects, soit personnels, soit collectifs, de la société qui a été beaucoup changé par mai 68, parce qu'avant la France du général de Gaulle était une France très conservatrice, très disciplinaire. D'un coup, le déblocage d'une machine centrale. Voilà. La machine centrale, elle fonctionne avec les petits partis politiques, les petits syndicats, les contradicteurs, et tout ça, ça va vers la machine centrale. Et quelque chose qui débloque cette machine, qui l'arrête, ça c'était mai 68, et ça c'était extraordinaire. C'est pour ça, quand moi j'ai entendu, je me rappelle vraiment, on a des mauvais souvenirs, au moment de l'élection de Sarkozy, quand il s'est permis d'associer le capitalisme sauvage à l'esprit de mai 68, alors là, pour moi, c'était de la malhonnêteté intellectuelle, parce que c'était tout sauf ça. C'était un moment absolument extraordinaire où les gens étaient dans une générosité de propositions, étaient ouverts sur des choses, et les gens se donnaient avec beaucoup d'énergie, avec l'idée, eh bien, on peut changer notre vie, on peut changer la vie. C'était un slogan après qui a été repris par le PS. Changer la vie, quoi. On peut changer la vie. Que la représentation sur laquelle mai 68 ne serait qu'une révolte de la jeunesse ou une forme de revendication de jeunesse petite bourgeoise, de libérer les mœurs, de s'adapter à la société de consommation, de renverser le vieux gaullisme. C'était quand même vraiment pas l'idée dominante dans la représentation que je peux en avoir de 68 et de la suite de 68. C'était quand même le plus important, là c'était la liaison avec les usines, c'était le sentiment que cette rupture entre les étudiants, les ouvriers pouvait se rejouer et avec aussi donc le
le drapeau rouge, avec... bon, donc c'est quand même quelque chose de très exceptionnel, quoi. Le moment décisif, ça a été le moment où, après le 13 mai, les usines ont commencé à se mettre en grève générale, illimitée, et où les usines ont commencé à être occupées. En gros, autour du problème, quelle est la vérité de 68? C'est quoi 68 en vérité? On voit là comment, effectivement, les différents locuteurs peuvent dire la vérité de 68, c'est le mouvement étudiant anti-autoritaire, c'est la révolution dans les mœurs, c'est le mouvement ouvrier. On a là trois pôles symptomatiques de la structure du champ qu'on peut appeler, si on veut, Génération 68. En ce sens-là, effectivement, je peux dire que j'appartiens à la Génération 68, c'est-à-dire quelque part essayant d'occuper une position dans un conflit à l'intérieur des membres constitutifs d'un champ social. Ça m'a beaucoup étonnée, je ne suis pas la seule d'ailleurs, qui a traversé 68, à avoir été étonnée par la réaction de mes enfants. Les enfants te disant, oh là là, quelle chance tu as eu de faire 68. Bon, on dit d'ailleurs faire 68. Comme si le moindre petit participant que j'étais moi, parce que je n'étais pas une figure, faisait 68. Donc on était partie prise dans un mouvement dont on était des acteurs. Et là, l'expression faire 68, as-tu fait 68, indique que même à un niveau assez modeste, on avait l'impression de faire quelque chose à quoi on participait. C'est-à-dire que la participation était active, non pas passive. On était donc les rouages d'un mouvement qui, sans nous, n'aurait pas pu avoir lieu. Pour moi, personnellement, c'était un événement extraordinaire dont il me reste des souvenirs extraordinaires et des manières de penser ou de voir le monde ou de réfléchir le monde à partir de cet événement considérable. Enfin, si je ne suis pas du tout nostalgique de 68, ça m'a forgé un certain nombre de convictions qui font que je me comporte d'une certaine manière aujourd'hui. Je m'intéresse au monde tunisien, au monde grec, je veux dire au monde espagnol, je veux dire à un ensemble d'insurrections dont nous sommes les contemporains, à travers des gens qui ont mon âge, je veux dire, que je connais dans tous ces lieux-là et avec lesquels je partage ce passé de 68, et en réalité, comme tu le dis très bien, avec un vif intérêt d'entendre ce que font, ce que pensent les gens qui sont beaucoup plus jeunes. Je ne dis pas que je viens leur transmettre quelque chose, mais dans le différentiel de l'ancien 68 art que je suis et du type d'activité qu'ils essayent d'inventer, ce différentiel-là, cet écart est l'écart dans lequel je pense quelque chose. Le peuple qui en opprime un autre ne serait libre. Pourquoi c'est effacé? On a oublié, ne serait pas libre. N'est pas libre. La citation n'est pas exactement à la lettre, je pense, c'est une citation de Marx. Mais ça pourrait être de 68, on peut imaginer que ça a été écrit en 68. Mais je me suis... Non, le mur devait être là, parce que c'était la chaufferie qui était là, et le mur était là, c'est possible, oui. Je voudrais dire que du côté technique, bien sûr, ce film est encore un travail. Et une prochaine étape consistera à présenter les différents interlocuteurs au sein d'un seul film, et c'est beaucoup plus difficile. Et je voudrais noter aussi que l'Université de Paris 8 est elle-même produit de 68 et a été déterminante dans ma formation philosophique. Parce que j'ai fait ma thèse avec Antonin Suarez à l'Université de Paris. Et donc, il s'agit maintenant de reconstruire ce projet pour le futur. Et ce film, c'est une partie de projet plus grand, d'une exposition que je voudrais faire. Et en regardant ces interviews, en pensant
repensant de nouveau ce qu'on dit, ça me permet aussi de revenir sur les différentes réflexions et de penser aussi comment faire l'exposition, de quoi partir, quels sont les moments constitutifs pour, pas seulement pour entamer la réflexion sur 68, mais pour penser aujourd'hui, pour penser au moment actuel. Je suppose qu'on passe au éventuel question-réponse. Moi, je voulais dire que je trouvais tout à fait passionnant la démarche de Natacha dans ce travail qui pour moi en fait résonne vraiment de manière très étroite avec ce qu'on a essayé de mettre en place au sein du programme. Là, tu fais la collecte de sources, certes, orales, mais tu penses tout de suite à un dispositif, tu penses tout de suite aussi au mode d'exposition, à une mise en lien. J'ai pas envie d'employer le terme de raisonnement, mise en lien, croisement. J'y vois potentiellement dans ce travail une sorte de mise en espace de ce que nous on veut faire aussi au niveau de body féministe. C'est-à-dire que tu vas traiter aussi d'autres matériaux que simplement les films. Et je pense que ça, on n'a pas insisté sur ce point ce matin, mais c'est très important dans notre programme de véritablement prendre en compte les autres médias, les médias autres que le cinéma et la vidéo, disons, de la photographie, etc. On est vraiment dans notamment la photographie, évidemment les chansons, là je cite des modes d'expression, mais il n'y a pas que ça, il faut travailler sur la parole elle-même, etc. Donc voilà, une approche profondément médiane, on pourrait dire, mais je trouve que, enfin, pour moi, j'y vois vraiment une sorte de mise en espace de ce que nous, on voudrait faire aussi. C'est presque une base de données, mais on a envie de remonter, de renaviguer dans ce que tu présentes. Je l'avais pas vu sur le grand écran, en fait. Je l'avais vu sur mon petit moniteur, donc la réception est pas mal. Oui, évidemment, oui, j'ai pensé aux affiches, bien sûr, parce que aussi dans le cadre de ce projet, aussi, il s'agit des affiches faites à Paris-Vincennes. Avec Jean-Louis Boissier, absolument pour Vincennes. Et puis, bon, d'autres médias aussi sur les photographies, sur les documents, parce que c'est aussi un tournant, comment dire, documentaire, quand la documentation devient une œuvre d'art. C'est un tournant vraiment culturel dans plusieurs sens, mais c'est aussi une ouverture de quelque chose qu'on n'a pas peut-être fait, qu'on n'a pas effectué et qu'il faut repenser aujourd'hui. C'est ça ce que je cherche, je trouve, je sais pas, on va trouver ensemble dans le parcours de ce projet. Et c'est vraiment, enfin, il faut réinsister sur effectivement l'ampleur de témoignages que tu as filmés et avec un dispositif que moi je vais mettre en écho tout de suite. Alors vous avez vos parcours, vos personnalités, vos propres gestes, mais avec le travail de Lionel Soukaz, qui est arrivé, qui doit être en train de filmer et donc tu vas être dans le journal annuel de Lionel Soukaz dont on verra une sélection cet après-midi de pages du journal et donc il y a quelque chose comme ça il y a une énergie très forte qui circule. J'ai vu des images plus longues que ce que tu nous as montré là avant, des séquences entières et c'est vrai que le dispositif de tournage c'est très très singulier et c'est des choses où il y a une force que j'ai rarement retrouvée une personne, mais je pense tout de suite à Lionel Soukaz aussi, on en parlera cet après-midi, mais je pense que ça peut entrer en résonance aussi. La force de la relation qu'on voit dans le cadre. Parce que le cadre, la question du cadre est centrale chez toi, qui a été rappelée d'ailleurs. Mais je veux dire, je vais préciser quand même que j'ai commencé à filmer en tant que non professionnelle, surtout.
Et là, on voit très bien que je suis non professionnelle, que le cadre saute, que je tourne. Je fais ce qu'on ne doit pas faire si on est professionnel. Voilà. Là, tu parles de professionnels, des images en mouvement, voilà, c'est ça. Mais concrètement, tu es toi-même artiste, tu viens de la peinture, tu as réfléchi là-dessus, le cadre, quoi, c'est quelque chose. Oui, la question du cadre. C'est pas la technique. Oui, l'autre question, la question du cadre, comme l'a dit Alain, oui, ça c'était très important. Je peux dire quelque chose, rajouter quelque chose en vitesse sur la question du cadre. D'ailleurs, je devais t'envoyer un email, je crois que j'ai oublié de le faire. Mais apparemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement de briseurs de machines en Angleterre, les Ludites, nettement avant les Canadiens. Donc des gens qui se sont mis à casser les machines, à tel point qu'il a fallu envoyer l'armée, c'était au moment de l'introduction des métiers à tisser. C'est même, je crois que c'est Thomas Pynchon qui fait remarquer que c'est quand même assez étonnant, c'est une rare fois où on a pu être condamné à mort, non pas pour meurtre, mais pour avoir cassé une machine. Donc les Ludites, certains commémorent encore la chose en Angleterre, et s'intitule justement les frame breakers, les briseurs de cadre. Il y en a même qui brisent rituellement des vieux métiers à tisser ou des simili-métiers à tisser en place publique pour commémorer les événements. On trouve tout ça sur Internet, en particulier sur YouTube. Merci. Briser le cadre, tu te reproches, Natacha, d'avoir manqué de professionnalisme, mais c'est ça qui est intéressant. Si tu contrôles le fait de rompre le cadre, alors tu es du côté de l'institution. Donc, si tu veux, tu institues la brisure de cadre. Hein. Il est très bien d'être prise en flagrant délit de rupture de cadre par absence de professionnalisme. Je dirais même que ça va avec le style que tu recherches. Alors maintenant, est-ce que ça peut être poursuivi sans être réapproprié ou repris dans un ethos, enfin pas une routine, mais enfin un processus d'institutionnalité, ça c'est un problème. Parce que reprendre quelque chose comme un mouvement, je ne crois pas que ce soit possible. Du moins, en toute fidélité à l'esprit du mouvement de l'État. Je crois que c'est autre chose qui doit être initié, mais ça ne se prévoit pas. Je t'avais dit d'ailleurs que le mouvement 68 est parti en 66 des problèmes de résidence universitaire à Nanterre. Ça a été le point de déclenchement, les histoires de chambre, parce que les garçons et les filles avaient envie de se retrouver dans une chambre. C'était strictement interdit. Donc en 66, c'est de là que c'est parti, des résidences universitaires de Nanterre. Ça, alors je m'en souviens parce que j'ai préparé mon diplôme Nanterre sous la direction d'une dame qui s'appelait, une merveilleuse dame en philosophie grecque, qui s'appelait Clémence Ramnou, et donc j'étais sur le terrain, en quelque sorte, pas concerné par le problème de chambre, mais enfin, parce que j'avais ma chambre à Paris, mais ceci dit, c'était un départ, inattendu, alors là, complètement incroyable, en fait. D'ailleurs, les gens ont oublié ça. Mais c'est un des facteurs de déclenchement, en fait. Pas l'unique, mais vous savez, il y a des déclenchements immédiats, ça prend feu, pouf, ça part. Voilà. Si j'ai peut-être je peux répondre. Oui, bien sûr. Ah, donc, je voudrais dire que j'ai essayé un peu de montrer dans cet extrait aujourd'hui, de montrer comment les différents gens, différents interviews entrent en dialogue entre eux et entrent en dialogue pas dans l'accord complet, mais parfois vraiment en opposition ou en complétant les choses. Et alors, comme j'ai beaucoup d'interviews, beaucoup d'heures d'interviews, évidemment, beaucoup de
personnes m'ont parlé de cet événement lié à cette question de bâtiment de filles, etc., etc. Je veux dire que là, beaucoup de gens disent la même chose, mais autrement, avec différentes dates et différemment. Et d'après ce que je connais d'histoire, beaucoup d'entre eux se trompent. D'autres peut-être non, parce qu'ils constituent sans doute chacun sa propre mythologie de 68, etc. Mais ça, c'est intéressant parce que justement, comme ça, se construit cette image d'ensemble. Mais il n'y a pas question de recommencer le mouvement 68, pas du tout. C'est la question de penser quelques éléments qui sont importants maintenant et qui sont réfléchis maintenant. Et c'est dommage, bon, j'ai essayé de traduire un peu les morceaux des interviews russes, mais je n'ai pas mis beaucoup parce que ça n'a pas de grand intérêt de montrer pour vous dans une langue que vous ne connaissez pas. Si. C'est très intéressant, au contraire. Oui, mais ça c'est pour une autre fois. Et donc, je veux dire que les jeunes Russes qui parlaient et qui pensent le moment d'aujourd'hui, et même maintenant je les vois il y a 2 ans qu'ils m'ont donné leurs interviews, ils ne sont pas tellement en réflexion par rapport à ce qui s'est passé. Ils réagissent un peu d'après quelques schémas préétablis. Pour avoir cette possibilité de réfléchir et de faire quelque chose avec cette expérience, il faut que le temps passe. Et donc je pense que à peu près le temps commence à passer après 68, qu'on peut déjà faire quelque chose d'autre avec cette expérience, avec ces réflexions. C'est comme je pense. Je voudrais juste mettre 2 points à côté du vôtre, parce que le film est tout à fait remarquable à mon avis, et j'habitais à Paris et j'étais aussi participé à ces phénomènes, mais une des autres causes que, étant jeune enseignante, peut-être je savais mieux, et qui est fondamentale, c'est que le départ a été en mars. Alors, ça a coïncidé avec les événements de la faculté de Nanterre et le mouvement Cohn-Bendit. Ces événements étaient indépendants de ceux de la Sorbonne. Et ceux de la Sorbonne, c'était que les professeurs avaient une énième fois demandé le minimum absolu vital, question budget, et que ça leur avait été porte fermée, sans l'ombre d'une discussion, et que là, ils ne l'ont pas supporté. Et les professeurs ont fait grève, les professeurs d'université. Et c'est comme ça que ça a commencé, c'est pour ça que c'était à la Sorbonne, justement. Quand le monsieur dit, je ne sais pas pourquoi ça a commencé spontané. Non, c'est parce que c'était à la Sorbonne, et ça a duré parce que le gouvernement a fait le mur, et voilà le problème. Le mur, comme si c'était des chats cabois, et on ne s'en occupe pas, ni des chats à Madou sur les toits. Et donc, les étudiants ont appuyé leurs professeurs quand ça a continué. Et c'est ainsi que ça a été, c'est parti de la Sorbonne, qui était évidemment, il n'y avait pas encore toutes les indépendances qu'il y a maintenant autant dans la province que dans les banlieues. Et la Sorbonne était encore le centre, bien que ça ait qu'il y ait beaucoup d'endroits à Paris pour l'université. Donc c'était ce point-là. Et parallèlement, alors à Nanterre, c'était un problème avec l'extrême droite, c'est le fameux qui dure toujours, Assas. Et il s'agissait qu'il devait y avoir que Assas comme université juridique. Or, ils avaient construit à Nanterre. Et il s'agissait de la démolir, de la ruiner. Et donc, il faisait c'était le GUD, etc. C'est Occident. Mais si pour aujourd'hui, tout le monde emboîte et dit Occident au lieu de Nations Unies. C'est une de mes tragédies. Et eux, ils doivent rire, mais alors Occident, donc, faisait des descentes
armés de bâtons, de manches de cloche, grâce à quoi on a eu qu'on ne peut pas avoir un petit opinel maintenant, etc. Et la loi anti-cassure, mais c'était eux dans les coques de voiture et qui faisaient des descentes. Et Nanterre, ne voulant pas appeler la police, les étudiants se sont organisés pour ne pas la scoler. Se sont organisés une stratégie tactique où la chasse aux étudiants dans les coins. Non, ils veillaient pour qu'ils ne rentrent pas dans les coins pour tabasser par derrière. Et bon, voilà. Après, c'est fait pas très bien, évidemment. Et il y a ce juste point qui oublie toujours, c'est que le cœur de la Sorbonne, mais il y avait tous les après-midi pendant plus de 15 jours sur les grands boulevards, il y avait au moins entre 500 000 et plus de personnes qui n'étaient pas seulement des gens. Et il y a eu d'autres films où on voit des gens, par exemple dans la rue Claude Bernard où j'habitais, qui passaient pour faire les barricades, qui n'étaient pas des jeunes non plus. Ça parlait à tout le monde, hein. C'était terrible dans le métro, les têtes, c'était ça, c'était tout le monde. Il y avait tout le monde dans ce film. Je vous réservais de ce petit passeur pour vous demander une interview. Pardon? C'est pas moi. Je vous demande une interview. Ah bon? Si c'est possible. Oui, c'est possible. Voilà, merci infiniment. On doit impérativement faire la pause maintenant. Nous reprenons à 14h. Merci beaucoup aux techniciens et désolé sincèrement d'avoir débordé autant que nous venons de le faire. Merci à vous tous, merci à nos invités. Alors, les invités, mais même si on ne s'est pas invité pour avoir un endroit, nous avons un bistrot du centre sur la piazza juste en face. Alors, il y a des flyers qu'on a imprimés normalement avec les infos pratiques. Donc, on reprend. Merci. Il faut que tu me donnes l'adresse, oui, du garçon, mais de toute façon, il m'enverra balader. J'aurais été horrible avec lui, ça. Hein? Je vais quand même laisser des sous. Toi aussi, tu cherches des gens. Ouais, on aime beaucoup les introductions. T'as vu ça? C'est une poubelle, ça, non? Notre repas, attends, il y a mon repas là. C'est pas une poubelle, c'est ton repas? Bon. Ah oui, d'accord. Tu m'as? Bon, de toute façon, je suis mis. Je suis tutoyé, hein? C'est pas que je suis vieux. Puis moi, j'ai pas. Toi, t'as pas changé toutes les heures. Je crois que la seule c'est un peu fini, la caméra. Ah oui? Ah oui, oh là là. Non, moi je suis vraiment l'amateur total. Ben non, c'est toi. Ah, tu fais rien, d'accord. Ah ben non, je vous ai présenté les Camille Marvigie, Marie Caro. Non mais il faut vraiment qu'on reprenne. D'accord. Et surtout, ne vous offusquez pas, il faut que j'aille vérifier les pauses café. Alors, bienvenue.
Bon, on y va, je commence. Alors, Marion Caro. Je suis avec Marion Caro qui va vous présenter une série d'entretiens qu'on a réalisés dans le cadre du projet dirigé par Hélène Péquinger. Nous travaillons pour la bibliothèque Kandinsky. J'avais dit ce matin, mais pour ceux qui étaient absents, c'est le centre de documentation du Centre Pompidou, ou du Musée national d'art moderne. Et dans le cadre de ce projet, la bibliothèque Kandinsky se force de collecter un certain nombre de témoignages, d'archives et de documents autour de l'art vidéo depuis le début du projet dont on parle ici. Donc, nous avons parlé déjà des archives ce matin, et cet après-midi, on va parler un tout petit peu des interviews qu'on a essayé de réaliser, une série d'entretiens qu'on a réalisé, enfin que Marion a réalisé plutôt, avec les acteurs du début de la vidéo en France. La sélection, bien évidemment, n'était pas évidente parce qu'il y a énormément de gens qu'on aimerait entendre, mais c'était un début, donc on a sélectionné, faut le dire, selon feeling dans un premier temps, et dans un deuxième temps, selon les disponibilités des gens. Et malheureusement, nous n'avions que 6 mois, donc un laps de temps très très court. Et donc on a pu faire une dizaine d'interviews en gros avec les artistes, des organisateurs d'événements, ou alors des théoriciens de la vidéo, ou alors des images en mouvement d'une manière plus générale. Alors Marion, qui est une jeune chercheuse, encore doctorante, en cinéma et danse à l'Université Paris 8, elle a été embauchée en tant qu'ingénieure d'études dans ce projet. Donc elle n'était pas... Elle avait commencé avec un petit stage, mais elle ne faisait pas partie de l'équipe dans un premier temps. Et Marion s'intéresse au rapport entre le cinéma et les autres disciplines artistiques, et plus particulièrement le cinéma et la danse. Je pense que je t'ai situé rapidement. Alors, je lui laisse la parole. Vous allez voir que ça va très bien se passer.